Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des événements du week-end dans la région, le Festival du Livre en Bretagne à Carhaix. C'est la 30e édition. 300 auteurs et 90 éditeurs venus de toute la Bretagne sont attendus pour nous présenter les livres du moment. On en parle dans un instant, mais juste avant, retour en images sur ce qui se passe dans la région avec les reportages de TBO, TB Sud et du Télégramme. Collision mortelle sur un passage à niveau à Noyal dans les Côtes-d'Armor. Ce vendredi vers 14h50, un TGV Brest-Paris a percuté un véhicule sur la voie. Le conducteur a été tué. Ce vendredi soir, les circonstances de l'accident n'étaient pas encore connues. Le trafic ferroviaire a été interrompu plusieurs heures au niveau de Saint-Brieuc. L'arrêté anti-pesticides du maire de Longuette annulé par la justice. Le tribunal administratif de Rennes a jugé ce vendredi que Daniel Cueff n'avait pas le pouvoir de prendre un arrêté en matière de réglementation de pesticides. En mai dernier, il avait interdit l'utilisation de produits phytosanitaires à moins de 150 mètres d'habitation. Daniel Cueff a 2 mois pour faire appel. Une légende du tir forme l'élite de la police et de l'armée dans la campagne bretonne. Mi-octobre, une trentaine d'hommes du raid de la BRI et de militaires ont suivi un stage de 2 jours avec l'instructeur Zéro, un ancien militaire italien rendu célèbre par ses vidéos armes en main. Organisé par la toute nouvelle société Atalante Stratégique, ce stage devait leur permettre d'améliorer leur prise de décision en situation hostile. Légère baisse du chômage en Bretagne. Au 3e trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a diminué de 0,3%. C'est dans les Côtes-d'Armor, avec moins 0,6% que la baisse est la plus forte. Au total, Pôle emploi recense un peu moins de 142 000 chômeurs sans activité en Bretagne. Risque d'inondation à Quimper. Dès ce samedi et jusqu'au jeudi 31 octobre, les grandes marées ajoutées à la mauvaise météo pourraient faire déborder l'Audet. La municipalité invite les commerces et les habitants concernés à s'équiper en bâtard d'eau et en sacs de sable. Les plus forts coefficients de marée, jusqu'à 111, sont attendus lundi et mardi. La Transat Jacques Vabre partira ce dimanche du Havre, direction le Brésil. 3 classes de bateaux sont en compétition, dont les IMOCA. Et sur la ligne de départ, parmi les 30 duos engagés dans cette classe, Clarisse Kremer et Armel Lecléache. Ils étaient concurrents lors de la solitaire Urgo Le Figaro en juin. Ils sont aujourd'hui coéquipiers. C'est vrai que j'ai une grosse expérience des IMOCA, de la Jacques Vabre aussi, donc c'est moi un petit peu qui vais mettre le tempo. Maintenant, on va quand même se relayer souvent à la barre et puis à la manœuvre. Donc quand j'irai dormir, Clarisse elle sera bien sûr toute seule et elle gérera la vitesse, les performances du bateau comme moi, et elle saura très bien faire ça. Moi, l'autre gros objectif là, de fin d'année 2019, c'est de revenir du Brésil en solitaire sur le convoyage. Donc on verra bien comment va le bateau, comment je vais moi, comment est la météo, mais c'est vraiment l'objectif et ça aussi c'est un gros morceau. Un retour qui devrait permettre à Clarisse Kremer de décrocher son ticket pour participer au Vendée Globe en 2020. J'aborde la Jacques Vabre plus comme un entraînement comme une étape vers la suite que comme un objectif en soi. J'avais plus l'habitude d'être sur des projets, on va dire, où l'objectif c'était avant tout la gagne. Là, effectivement, c'est plutôt un projet d'accompagnement, de transmission, de faire découvrir à Clarisse ce qu'est un IMOCA. Et on a commencé fin juillet et voilà, aujourd'hui, elle commence à avoir pas mal d'enseignements, de prise de marque, de confiance dans le bateau en double. Clarisse Kremer a démarré la navigation étudiante. Elle s'est depuis lancée dans la compétition et a empoché une seconde place sur la Mini Transat en 2017. Aujourd'hui membre de la team Banque Pop avec Armel Lecléache, elle continue d'affiner sa technique. Une semaine pour faire le tour des initiatives en matière de transition énergétique. C'est le projet dans lequel s'est lancé Golfe du Morbihan Van Agglomération.
Collectivités, particuliers ou entreprises, comme ici à Ecodis, ont accueilli le public pour valoriser leurs actions responsables. C'est vrai qu'à la télévision et par ailleurs, on est toujours en train de nous culpabiliser, mais il y a déjà des choses qui se font et on voulait le montrer. On a été dans des maisons qui un peu spéciales, qui sont fabriquées en paille. On a été dans une distillerie et à chaque fois, on fait des animations, puisqu'en même temps, c'est aussi pour promouvoir le plan climat, énergie territoriale, PCAET, qui est actuellement en consultation du public jusqu'à la fin du mois d'octobre. L'agglomération en profite pour sensibiliser la population au cadastre solaire, c'est-à-dire toutes les toitures du secteur en mesure d'accueillir des panneaux solaires. C'est d'ailleurs le cas de l'entreprise visitée. À Ecodis, la transition écologique et énergétique se fait dans les produits vendus, mais aussi dans l'implantation de l'entreprise. On travaille sur l'environnement, on travaille également sur la construction de bâtiments qui soient écologiques et respectueux de l'environnement. L'objet de la visite, c'était de présenter les futures constructions de l'entreprise, à savoir un entrepôt de 3000 m² qui va voir le jour d'ici quelques mois, mais actuellement la construction de 600 m² de bureaux dans un bâtiment entièrement passif, dans lequel on ne va pas utiliser d'énergie pour chauffer ou pour réfrigérer. Le lien de tout cela s'est fait avec le projet SolarRhythm, un tandem solaire. C'est plus qu'un moyen de transport, c'est même pas spécialement un moyen de transport à la base, c'est avant tout un outil pédagogique. C'est un moyen pour nous de questionner notre rapport à la mobilité, de proposer une vision différente. On le retrouve vraiment les enjeux énergétiques un peu partout, donc c'est un lien vraiment sur beaucoup d'éléments. Objectif annoncé de l'agglo, être un territoire autonome en énergie en 2050. Et nous voici de retour à Carhaix, à l'espace Glenmore. C'est ici que va se dérouler la 30e édition du Festival du Livre en Bretagne, ce samedi et ce dimanche. Et on a retrouvé sur place Yann Pelliette. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le coordinateur du Festival du Livre en Bretagne. Alors pour l'instant, la salle Glenmore est un peu vide. Il n'y a ni auteur ni éditeur. Tout le monde est en train de s'installer. Mais ce week-end, vous nous le promettez, il y aura du monde. Il y aura du monde. C'est plusieurs milliers de visiteurs qu'on attend chaque année ici à Carhaix et sans doute un peu plus à l'occasion de cette 30e édition qu'on va pas manquer de fêter pendant 2 jours, effectivement. On imagine. Alors, 300 auteurs, 90 éditeurs sont attendus. D'où viennent-ils? C'est que des Bretons ici, hein. C'est ça la spécificité. Le Festival du Livre a été effectivement créé il y a 30 ans pour mettre en avant les maisons d'édition et le métier d'édition en Bretagne. Et c'est vrai qu'il s'adresse principalement, voire même exclusivement, à toutes les maisons d'édition qui sont basées sur les 5 départements bretons. Et donc, au fil des années, avec le développement du festival, l'apparition aussi de nouvelles maisons d'édition, l'évolution de ce métier, c'est 90 éditeurs, à savoir quasiment l'intégralité des maisons d'édition bretonnes qui sont présents ce week-end à Carhaix, effectivement. Et donc, ce sont les éditeurs qui, après, en fonction de leur nouveauté, de leur actualité, sollicitent leurs auteurs pour venir dédicacer et rencontrer le public pendant le week-end. Et donc, chaque année, on oscille entre 300 et 400 auteurs qui sont présents, effectivement, ici. Le thème de cette année, c'est la Bretagne est univers. Vous avez d'ailleurs choisi une affiche aux couleurs de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de cette thématique? Depuis 30 ans, on a souvent mis en avant des différents pays. Et cette année, plutôt que cibler sur un seul pays, on a voulu plutôt mettre à la fois la Bretagne et son ouverture sur le monde. Et au fil des échanges qu'on a pu avoir tout au long de l'année, l'opportunité d'inviter des Palestiniens, des Marocains, une maison d'édition du Canada, l'Irlande avec Emmanuel Cushon qui était déjà présent en 2016 et qui revient avec un sujet d'actualité. Effectivement, quand on pense au Brexit et la situation de la frontière nord-irlandaise, il pourra partager sa vision de la problématique aujourd'hui. La Catalogne qui sera également à l'honneur demain après-midi et je peux maintenant dès à présent l'annoncer avec une allocution qui sera diffusée du président Puigdemont depuis Bruxelles, que nous diffuserons demain après-midi dans le cadre de la conférence à 15h qui se déroulera au cinéma Le Grand Bleu. Et également SOS Méditerranée, je pense que c'est des sujets aussi qui sont importants et qui sont d'actualité et on voulait apporter notre contribution et un soutien à tous ces bénévoles, tous les marins, les sauveteurs qui interviennent malheureusement chaque jour en Méditerranée pour sauver les migrants. Ça fait de cette édition quelque chose de très politique de cet événement. C'est aussi voulu de s'engager comme ça? Le livre aussi a cette richesse, c'est de pouvoir diffuser des idées, partager des réflexions et je trouve que c'est tout à fait logique et normal pour nous de pouvoir contribuer à ce type de réflexion
dans le cadre du festival, effectivement. Alors comment est-ce que vous avez vu évoluer le public depuis toutes ces années? Vous, ça fait 16 ans que vous travaillez sur le Festival du Livre en Bretagne. Est-ce qu'il est toujours friand de littérature romanesque ou est-ce qu'il a un peu changé de style? Je crois que ce qui est important, c'est de voir la richesse de l'édition bretonne aujourd'hui, parce qu'elle s'exprime, j'ai parlé de la langue bretonne, spécialement en breton, en français, quelquefois en gallo aussi, mais c'est aussi dans tous les genres littéraires. Ça va du roman, effectivement, les polars, ça va du beau livre, la BD, le livre jeunesse, la poésie. Donc tous ces genres sont représentés. C'est ça qui fait, je pense, l'intérêt du public, c'est que chacun peut se retrouver sur cette diversité et prendre le temps d'une demi-journée, d'une journée, quelquefois pour certains même d'un week-end qui viennent les 2 jours, pouvoir échanger et avoir la chance d'avoir les auteurs, les éditeurs qui sont présents et de pouvoir échanger directement sur les livres qui sont proposés. Et ça, c'est je crois, ce qui fait une particularité et le succès de Carré depuis 30 ans maintenant. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose, un événement marquant peut-être? C'est l'occasion de se replonger aussi dans les archives. Alors pour moi, effectivement, le souvenir des premières éditions où je débarquais et que là, on n'était pas au centre des congrès, mais sous un chapiteau, et à la Toussaint souvent avec de grandes tempêtes, donc c'était quelquefois un peu flippant. Non, des belles rencontres de personnalités et des auteurs dans les précédentes éditions, ou quelquefois des thèmes aussi. Donc toujours des souvenirs en tout cas à se créer quand on vient au festival. Oui, c'est convivial. Je pense que le public, c'est aussi pour ça qui vient nombreux et qui passe du temps pendant le week-end. C'est qu'il y a pas... c'est pas guindé, on se prend pas trop la tête à Carré. On est content d'accueillir les gens, ça se veut convivial et c'est ça qui fait le succès. Et s'il faut aussi le rappeler, c'est quand même gratuit pendant les 2 jours du festival. Donc il faut surtout pas venir hésiter pour ceux qui sont jamais venus, en tout cas au moins à venir découvrir ce qu'est cet événement. Merci beaucoup Yann Pelliette en tout cas de nous avoir parlé du Festival du Livre en Bretagne qui se déroule donc ce samedi et ce dimanche à Carré. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. Belle soirée sur vos antennes locales.